J'étais en train de récolter les dernières tomates de mon potager quand mon téléphone a sonné. C'était ma voisine, Dorothée. Sa voix était étrange, atone, prudente, de cette manière dont les gens parlent lorsqu'ils essaient de ne pas dire le pire tout de suite. « Éléonore, dit-elle, la voiture de ta fille est dans le fossé sur la route de la Forge. Elle a 10 ans de retard sur la vie. Tu dois venir, maintenant. » Je n'ai pas enlevé mes gants de jardinage. Je n'ai pas verrouillé la porte de derrière. J'ai juste conduit. J'ai trouvé ma fille affalée contre la vitre passager de sa propre Renault, la portière grande ouverte comme si quelqu'un l'avait tirée de là avant de se raviser. Son visage était gonflé d'un côté. Son chemisier était déchiré à l'épaule. Elle était enceinte de 7 mois, et elle était à peine consciente. Et quand j'ai touché sa joue, elle a eu un mouvement de recul, comme si elle pensait que j'allais la frapper. « Ma puce, ai-je dit, c'est moi. C'est maman. » Elle a ouvert un œil. L'autre était scellé par l'édème. Ils ont dit, commença-t-elle, puis elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Ma belle-sœur a dit que je le méritais, que je n'avais jamais été à la hauteur pour cette famille. J'ai tenu sa main pendant tout le trajet vers l'hôpital. Je n'ai pas pleuré. Je me suis fait la promesse dans cette voiture que je ne pleurerai qu'après. Je m'appelle Éléonore Girard. J'ai 63 ans. J'ai enseigné le français en lycée pendant 31 ans, et j'ai élevé ma fille Camille seule après que son père est parti quand elle avait 4 ans. Je sais ce que signifie protéger ce que l'on a de plus cher avec tout ce que l'on possède. Camille était et reste la plus belle chose que j'ai jamais accomplie. Chaleureuse, têtue, drôle d'une manière pince sans rire qui prend les gens au dépourvu. Elle s'est mariée dans la famille Chauveau il y a 2 ans, et j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé d'être heureuse pour elle. Son mari, mon gendre, est un homme plutôt décent, Marc Chauveau. Il travaille dans la logistique, entretient un jardin impeccable, s'est souvenu de mon anniversaire l'année dernière sans qu'on le lui rappelle. Je n'ai aucun grief contre Marc. Sa sœur, Béatrice, est une toute autre affaire. Dès le tout premier déjeuner dominical, je l'ai senti. La façon dont Béatrice regardait Camille, pas exactement avec mépris, mais avec évaluation, comme si elle calculait quelque chose. Béatrice a 41 ans, elle est célibataire et a passé toute sa vie dans l'orbite de la fortune de la famille Chauveau. Leur père, Gérard Chauveau père, avait bâti un petit empire du BTP en Provence sur plus de 50 ans. Lorsqu'il est décédé il y a 18 mois, il a laissé derrière lui un testament que personne n'attendait. Il a légué une partie du domaine, une propriété de 80 hectares à l'extérieur d'Aix-en-Provence, à Marc, et par extension, à Camille. Béatrice a hérité de la maison de maître et des comptes de l'entreprise, mais elle voulait cette terre. Je ne savais rien de tout cela le matin où Dorothée m'a appelé. Je savais seulement que ma fille gisait dans un fossé sur la route de la Forge avec un œil au beurre noir et un chemisier déchiré, et un bébé en elle qui n'avait pas encore eu la chance de respirer son premier souffle d'air libre. Le médecin des urgences était une jeune femme aux yeux fatigués qui m'a dit que Camille avait 2 côtes fêlées, une fracture de la pommette et des ecchymoses correspondant à des coups suivis d'une projection, c'était son mot, projection contre une surface dure. Le cœur du bébé battait fort. Il gardait Camille en observation. Elle va avoir besoin d'une chirurgie pour cette pommette, dit doucement le médecin. Pas ce soir, mais bientôt. J'ai acquiescé. J'ai demandé si elle avait pu parler. Un peu. Elle vous a réclamé. Je suis entré et je me suis assise à côté du lit de ma fille, j'ai tenu sa main et j'ai attendu que les machines cessent de biper si fort à mes oreilles. Raconte-moi, ai-je dit. Camille regardait le plafond. Elle avait la même façon que moi de se ressaisir, une profonde inspiration, le menton levé, les yeux droits devant. Béatrice m'a appelé hier matin, dit-elle, elle m'a dit que Marc voulait qu'on se voie pour déjeuner à l'ancienne propriété Chauveau, sur la départementale 9. Elle a dit que c'était pour le bornage du terrain, des papiers qu'il avait besoin que je signe. Je le sentais déjà, ce froid particulier qui vient quand on sait que quelque chose de terrible va arriver avant même qu'on vous le dise. Marc n'était pas là, dit Camille, juste Béatrice et 2 hommes que je n'avais jamais vus. Elle m'a dit que je n'avais pas ma place dans cette famille, que cette terre devait rester dans le sang des Chauveau, que j'étais, elle s'arrêta, déglutie. Elle a dit que les filles comme moi se mariaient toujours par intérêt et que tout le monde le savait. Les filles comme moi. Je suis resté impassible. Et ensuite, ai-je demandé. Ensuite, l'un des hommes a attrapé mon bras, je me suis débattu,
et je suis tombé contre le poteau de la clôture, l'angle métallique. Elle effleura le côté de son visage sans le toucher. Je crois que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais seul, mon téléphone avait disparu, et j'ai marché jusqu'à la route. Dorothée a dû voir ma voiture dans le fossé. Béatrice t'a laissé là, ai-je dit. Enceinte de 7 mois, elle t'a laissé là. Camille ferma les yeux. Oui, maman, dit-elle. Elle l'a fait. Je suis resté avec Camille jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis je suis sorti sur le parking de l'hôpital, je me suis tenu entre 2 camionnettes, et j'ai appelé mon frère. Mon frère s'appelle Sylvain. Il a 58 ans, il est retraité après 22 ans de service dans la gendarmerie nationale, et c'est l'homme le plus méthodique que j'ai jamais connu. Il n'élève jamais la voix. Il ne fait pas de promesses qu'il ne peut pas tenir. Quand notre mère était mourante et que je m'effondrais à la table de la cuisine, Sylvain s'était assis en face de moi et avait dit « Éléonore, s'effondrer, c'est pour après. Pour l'instant, nous avons des choses à faire. » Je vis selon ce précepte depuis lors. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Sylvain, ai-je dit, j'ai besoin de toi. » Il a fait 4 heures de route depuis Lyon cette nuit-là. Il est arrivé à l'hôpital à 2 heures du matin avec un thermos de café et un grand bloc-notes jaune, il s'est assis en face de moi dans la salle d'attente des familles, et il a noté tout ce que je lui disais sans dire un mot jusqu'à ce que j'ai fini. Puis il a dit, « D'accord, voici ce que nous allons faire. » La première chose que Sylvain a faite a été de s'assurer que Camille dépose une plainte avant de quitter l'hôpital. Cela semble simple. Ça ne l'était pas. Le gendarme qui est venu était jeune et semblait mal à l'aise, les chevaux étaient connus dans le département. Le père avait financé de nombreuses œuvres locales. Sylvain s'est assis dans un coin de la chambre d'hôpital de Camille pendant qu'elle faisait sa déposition, et il n'a pas dit un seul mot, mais sa présence ancien gradé, les épaules larges. Absolument immobile forçait le stylo du jeune gendarme à aller plus vite et ses yeux à rester fixés sur son carnet plutôt que de s'égarer. Numéro de dossier. Procès-verbal. C'était l'étape 1. L'étape 2, c'était la terre. Sylvain avait une amie de l'époque de l'école de gendarmerie, une femme nommée Patricia, qui était devenue avocate spécialisée en droit immobilier à Paris. Il l'a appelée depuis le parking de l'hôpital à 7 heures du matin. À 9 heures, Patricia avait consulté les documents de la succession Chauveau et confirmé ce que Camille n'avait pas pleinement compris. Gérard Chauveau père avait été très précis dans son testament. La propriété de la départementale 9, l'intégralité des 80 hectares, évaluée à plus de 2 millions d'euros, était léguée à Marc Chauveau et à son épouse légale conjointement, pas à Marc seul, mais conjointement. Béatrice n'avait aucun droit dessus. Elle n'en avait jamais eu. Elle le savait, m'a dit Sylvain autour d'un café ce matin-là. Elle le sait depuis la lecture du testament. La question est de savoir si elle pensait pouvoir effrayer Camille pour lui faire signer un acte de renonciation, ou si elle voulait simplement l'écarter définitivement. Tu penses qu'elle avait prévu que Camille perde le bébé, ai-je demandé. Sylvain regarda sa tasse de café pendant un long moment. Je pense que Béatrice Chauveau s'en moquait éperdument, dit-il. Marc est arrivé à l'hôpital cet après-midi-là. Je lui accorderai ceci, quand il est entré dans la chambre de Camille et qu'il a vu son visage, quelque chose en lui s'est brisé. Il est resté sur le pas de la porte, incapable de parler pendant 1 minute entière. Puis il a traversé la pièce, a pris sa main et a posé son front contre le sien, et je suis sorti dans le couloir pour leur laisser de l'intimité. Sylvain est apparu à mes côtés. Il n'était au courant de rien, ai-je demandé. Je le crois, a dit Sylvain. Le rendez-vous pour le déjeuner était une invention. Béatrice lui avait dit que Camille avait un rendez-vous prénatal et lui avait demandé de couvrir une visite client pour elle au bureau. Il était à Marseille toute la journée. Elle s'est servie de lui, ai-je dit. Elle se sert de tout le monde, a dit Sylvain. C'est ce que font les gens comme Béatrice. Ils placent les pièces sur l'échiquier et s'en vont avant qu'elles ne tombent. J'ai pensé à ma fille gisant contre un poteau métallique sous la chaleur provençale, seule, enceinte de 7 mois, sans téléphone, sans secours. J'ai pensé à elle marchant vers cette route par ses propres moyens. Elle ne s'en ira pas comme ça cette fois, ai-je dit. Sylvain m'a regardé de la manière dont il me regardait quand nous étions enfants et que j'avais enfin compris quelque chose qu'il avait déjà résolu. Il a hoché la tête une fois. Non, dit-il, elle ne s'en ira pas. Patricia, l'avocate,
a déposé une plainte avec constitution de partie civile dans la semaine. Agression, coups et blessures volontaires, violence psychologique, et un chef d'accusation distinct lié à la tentative d'extorsion de signature sous la contrainte. Les deux hommes qui étaient présents, nous les avons trouvés plus vite que Béatrice ne l'espérait, car l'un d'eux avait un téléphone portable qui avait borné près de la propriété cet après-midi-là, et Sylvain avait des amis qui savaient poser les bonnes questions par les bons canaux. Les deux hommes ont fait des aveux. L'un d'eux avait déjà un casier et n'avait aucune envie de l'alourdir. Il a dit aux enquêteurs que Béatrice les avait payés 500 € chacun pour persuader Camille de signer des papiers, et que les choses étaient allées plus loin que prévu, quand Camille avait refusé et tenté de s'enfuir. Plus loin que prévu. Je garde cette phrase coincée quelque part derrière mes dents. Je ne l'ai pas encore laissé sortir. Le parquet de cette juridiction était plus lent que ce que Patricia estimait nécessaire, alors elle a passé quelques appels à des collègues à Paris. Et une enquête de l'inspection a débuté pour savoir si les forces de l'ordre local avaient été suffisamment réactives compte tenu de la gravité des blessures de Camille et de l'identité de l'accusé. Cette pression a eu le don de faire avancer le procureur de la République considérablement plus vite. Béatrice Chauveau a été interpellée un mardi matin. Je le sais parce que Sylvain m'a appelé alors que j'étais chez Camille, où je séjournais depuis sa sortie de l'hôpital. Je préparais le petit déjeuner. Mes mains étaient fermes. C'est fait, a dit Sylvain. Tout, ai-je demandé. Violence aggravée, complicité d'extorsion. Elle sera présentée au juge cet après-midi. J'ai posé ma cuillère. J'ai réfléchi à ce que je voulais ressentir à ce moment-là. Je m'attendais à quelque chose comme du triomphe. Ce que j'ai ressenti était plus calme que cela, quelque chose comme une porte qui se ferme fermement sur une pièce qui laissait entrer un courant d'air froid depuis très longtemps. Merci, Sylvain, ai-je dit. C'est la famille, a-t-il répondu avant de raccrocher. Je devrais vous parler du bébé. Camille a commencé son travail 3 semaines après son retour de l'hôpital. C'était plus tôt que ne le souhaitaient les médecins, mais pas de façon dangereuse. Marc l'a conduite à la maternité à 4 heures du matin et m'a appelé depuis le parking, j'y étais en 40 minutes. Ce fut un long accouchement, 15 heures. Je suis resté dans la salle d'attente avec Marc, qui était silencieux de cette manière particulière des gens qui prient sans tout à fait savoir qu'ils prient. Sylvain est revenu et s'est assis avec nous, il a apporté des sandwichs auxquels personne n'a touché, et nous avons regardé l'horloge sans beaucoup parler. À 19h12, une infirmière est sortie pour nous annoncer que c'était une fille. Elle pesait 2,8 kg. Elle avait le nez de Camille, le menton de son grand-père Chauveau et une paire de poumons qui annonçaient son arrivée à tout le service de maternité sans aucune hésitation. Quand ils m'ont laissé entrer pour la tenir, elle m'a regardé avec l'expression vague et chercheuse de quelqu'un qui vient d'arriver dans un nouvel endroit et qui évalue déjà la situation. Bonjour, lui ai-je dit. Tu n'as aucune idée de ce que cette famille a traversé pour te faire arriver ici en sécurité. Camille a ri depuis son lit, ce qui a fait mal à ses côtes et l'a fait rire encore plus fort. Ils l'ont appelée Ruby. Le procès a duré 9 mois. J'y ai assisté chaque jour possible, assise au 3e rang derrière le banc de l'accusation. L'avocat de Béatrice était cher et compétent, il a bâti une défense autour de l'idée que Camille était sur la propriété de son plein gré, que l'altercation était un accident, que Béatrice ne pouvait être tenue responsable de ce que 2 hommes de main avaient fait en son absence. Le problème de cette défense, c'était les SMS. L'équipe de Patricia avait fait saisir les relevés téléphoniques de Béatrice très tôt. Il y avait 14 messages entre Béatrice et les 2 hommes dans les 48 heures précédant la venue de Camille sur la départementale 9. Les messages ne disaient pas, en langage clair, « blessez cette femme », mais ils en disaient assez. Ils disaient, « assurez-vous qu'elle reparte sans rien et qu'elle comprenne qu'elle n'est pas de notre famille ». Et le plus accablant, 30 minutes après que Camille avait été laissée seule sur cette propriété, fait. L'homme de main de Béatrice avait répondu, « ouais ». Il a fallu 4 heures de délibération au jury. Ils sont revenus avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Béatrice Chauveau a été condamnée à 7 ans de prison. Elle en fera probablement 4 avec les remises de peine. Je ne considère pas cela comme suffisant. Je le considère comme un début. La propriété de la départementale 9 est toujours au nom de Marc et Camille. Ils y sont allés au printemps dernier avec Ruby, qui a maintenant 8 mois, qui a appris à se hisser debout sur les meubles et qui semble personnellement offensée par toute surface qu'elle ne peut pas escalader. Camille m'a envoyé une photo de cette promenade, tous les deux debout au bord d'un champ,
les pins de Provence derrière eux, Ruby sur la hanche de Camille pointant du doigt quelque chose hors cadre avec l'autorité absolue d'une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. J'ai cette photo sur mon réfrigérateur. Sylvain est venu pour le déjeuner de famille en novembre. Il a tenu Ruby pendant la majeure partie de l'après-midi en prétendant qu'il n'en était pas ravi, ce qui n'a trompé personne. Après le repas, quand la vaisselle fut faite et que Marc eut monté Ruby pour son bain, Sylvain et moi nous sommes assis sur la terrasse de Camille avec un café, comme nous avions l'habitude de nous asseoir sur la véranda de notre mère quand nous étions jeunes. Et nous n'avons pas dit grand-chose parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait besoin d'être dit. « Tu as assuré, Hélé ?» a fini par dire Sylvain. « Nous avons assuré » ai-je répondu. Il a secoué la tête. « Tu ne t'es jamais effondré, pas une seule fois, ni sur le parking, ni dans la salle d'attente, ni au tribunal. » Il regarda son café. « Maman aurait été fière de toi. » J'y ai réfléchi un moment. L'air de la nuit était frais, le quartier était calmé, quelque part à l'intérieur de la maison, j'entendais Marc chanter une bêtise à Ruby en haut de l'escalier et Camille se moquer de lui. Je me suis effondré bien des fois, ai-je dit à Sylvain. Juste pas devant ceux qui avaient besoin que je reste debout. Il a hoché la tête comme si c'était la bonne réponse. Peut-être que ça l'est. Peut-être que c'est la seule réponse que nous ayons quand quelqu'un essaie de tout prendre à ceux que nous aimons. On reste debout. On reste méthodique. On écrit des choses sur des bloc-notes jaunes, on passe des appels à des avocates à Paris et on s'assoit au 3e rang derrière le banc de l'accusation chaque jour jusqu'à ce que ce soit fini. Et puis, quand c'est fini, quand la porte se ferme enfin sur cette pièce glaciale, on retourne à son jardin. On récolte les dernières tomates. On s'autorise à redevenir ordinaire pendant un petit moment. Ruby aura 1 an le mois prochain. Camille m'a demandé ce que je voulais lui offrir pour son anniversaire. J'ai répondu que je lui avais déjà fait le seul cadeau qui comptait. Je l'ai gardé en sécurité avant même qu'elle ait un nom.